Bonjour, good morning to everybody in Canada and overseas. I am Sheikh Tidiane Bangura, President of Africa Study Group of the Canadian International Council in Ottawa. C'est un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette session du groupe de réflexion sur l'Afrique que nous tenons en partenariat avec l'École Norman Paterson des Affaires internationales de l'Université de Carleton. Nous avons aujourd'hui une conversation virtuelle avec Zaïdik Abba sur son nouveau livre « Mali Sahel, notre Afghanistan à nous ». Nous répondons ainsi aux nombreux appels de notre audience qui nous ont écrit pour nous demander de continuer la conversation sur le Sahel. I would like to acknowledge that the Africa Study Group is hosting this session from Ottawa on the traditional Algonquin Anishinaabe territory. Je tiens à confirmer que le groupe de réflexion sur l'Afrique tient cette session virtuelle à partir d'Ottawa, territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe Algonquin. Avant de continuer, je vais me faire le devoir de passer la parole à notre partenaire, le professeur Teddy Semi. Merci, Sheikh. Thank you, Sheikh. Welcome, everyone. It's a pleasure for me to be here, to see everyone. We're delighted, of course, to partner with the Africa Study Group to host this webinar. We're delighted to have with us Dr. Zaïdik Abba, who will be talking about his new book, Mali Sahel, Our Own Afghanistan. Congratulations on this new book. I look forward to reading it. I haven't had a chance to read it yet, but I will certainly get a copy and read it. We're delighted to have you back here as a panelist, and I look forward to hearing your thoughts about the current situation in Mali and the Sahel region. And of course, as usual, the school is always happy to host events jointly with the Africa Study Group. And so once again, let me thank everyone for making this possible and look forward to the conversation. So over to you, Sheikh. Thank you. Thanks, Semi. Je voudrais en profiter pour vous annoncer que the Africa Study Group is directly affiliated with the Canadian International Council, and we encourage our members to join the Canadian International Council National Capital Branch. This invitation is extended to our members and our audience both in Canada and outside of Canada. Je me fais aussi maintenant le plaisir de vous présenter la modératrice. Nous avons ce privilège aujourd'hui que nos sessions soient modérées par Madame Louise Ouimet, qui est ex-ambassadeur du Canada au Mali et au Burkina. Je crois qu'il n'y a pas meilleure personne pour modérer une telle session si ce n'est pas elle, vu sa connaissance et ses liens avec ce pays, où elle nous a servi avec tant d'honneur. Louise Ouimet a consacré toute sa carrière, il faut le dire, au développement international. Elle s'est jointe à l'Agence canadienne du développement international, ACDI, en 1973, alors qu'elle était encore étudiante. Et ça aussi, il faut le mentionner. Elle a été en poste en Afrique de l'Ouest pour un total de 10 ans, dont 6 à titre d'ambassadeur et chef de coopération, comme je le disais tout à l'heure, au Burkina Faso et au Mali. Elle a également été conseillère du Premier ministre du Canada pour l'Afrique et la coopération internationale. Et aussi, il faut mentionner que Louise Ouimet s'est spécialisée en matière de gouvernance des institutions publiques à travers divers mandats de consultation dans plusieurs pays africains, ainsi qu'au Pakistan. Louise a été présidente du groupe de réflexion sur l'Afrique de 2013 à 2016 et elle a continué à rester membre de son secrétariat jusqu'en 2019. Elle est présentement membre des conseils d'administration d'Oxfam Québec et d'Impact.
Elle détient une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique, ENAP, du Québec, de 2002. Et elle est certifiée médiatrice, qui est partie neutre de l'Institut national de résolution des conflits. Sans trop tarder, Louise, je vais me retirer et vous passer la parole. Merci beaucoup, Cheikh. Écoutez, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, ce matin, et de pouvoir présenter notre auteur qui est avec nous, le docteur Sidi Kaba, qui a publié de nombreux ouvrages. Alors, je vais le présenter sans plus tarder. Disons que il est journaliste reconnu depuis de nombreuses années, entre autres rédacteur en chef central à l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, que plusieurs d'entre nous, je suis certaine, lisent assez régulièrement. Et chef du bureau parisien de l'Agence panafricaine d'information. Il commente régulièrement l'actualité africaine dans de nombreux médias internationaux, dont France 24, TV5 Monde, la BBC, La Voix de l'Afrique. Il s'est spécialisé sur les questions de paix et sécurité et à ce titre, il a publié de nombreux ouvrages, entre autres sur le Niger, Boko Haram, le djihad en Afrique subsaharienne, et il a effectué de nombreuses missions à titre d'expert pour de nombreuses organisations multilatérales. Alors, voilà qui est une présentation très, très sommaire parce qu'on veut laisser plus de temps vraiment à cette conversation, questions-réponses. Donc, j'ai préparé quelques questions. On va procéder comme ça. Je vais poser quelques questions à M. Abba qui va répondre. Ensuite, on va aussi vérifier les questions-réponses que les participants peuvent poser. Donc, on va laisser une quinzaine de minutes à la fin pour que M. Abba puisse répondre aux questions des participants. La session est principalement en français, mais évidemment, si vous avez des questions en anglais, n'hésitez pas. Je pourrais les traduire aussi pour M. Abba. Et puis, donc, on va fonctionner de cette façon. Donc, sans plus tarder, d'abord, M. Abba, moi, j'ai eu la chance, le privilège de pouvoir avoir une petite version de son livre au moment où je voulais le consulter. Je n'arrivais pas à l'acheter assez rapidement, mais j'ai vu ce matin qu'il était à nouveau disponible chez Amazon. Donc, peut-être ailleurs, vous pourrez nous l'indiquer, M. Abba, mais entre autres, Amazon est un endroit où on peut se le procurer. Alors, vraiment, ma question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre dans le sens de faire une comparaison entre l'Afghanistan et le Mali? Merci, Madame l'ambassadrice. Merci. Je voudrais d'abord remercier le Conseil international du Canada, particulièrement Cheikh Bangoura et ses équipes pour cette très aimable et chaleureuse invitation à venir présenter cet ouvrage. En réalité, il nous a paru indiqué d'écrire ce livre pour mieux expliquer les enjeux de la présence militaire internationale au Sahel. Beaucoup de choses sont dites sur cette question, mais très peu de choses sont dites de manière pédagogique, de manière à expliquer aux personnes, à nos lecteurs, ce que cache la présence militaire française au Sahel, quelles sont ses implications, quelle est la situation 9 ans après le début. Trop d'informations ne veut pas dire forcément que les gens sont informés efficacement. Donc, c'est pour cette raison, avec mon éditeur, on a fait le choix d'écrire ces livres et pour les gens qui l'auront lu comme son Excellence, vous verrez très vite la dimension pédagogique de l'ouvrage. On essaie d'expliquer vraiment au lecteur qui n'a pas forcément le prérequis de la situation au Sahel pour lui permettre d'avoir une compréhension du livre. Et dans ce cadre, il nous a paru indiqué de faire une comparaison entre la situation aujourd'hui au Sahel et la situation en Afghanistan, qui sont deux contextes distincts
de près de 5000 km². Il y a 3 éléments qui peuvent justifier cette comparaison. Le premier élément, c'est le caractère inachevé du travail. Lorsque les Américains interviennent en 2001 en Afghanistan, c'était pour mettre fin au terrorisme, chasser les talibans au pouvoir. Ils sont repartis 20 ans après, en août 2021, de l'Afghanistan, sans avoir totalement achevé le travail. Au contraire, les talibans sont revenus au pouvoir et ce qu'ils avaient envisagé de faire n'a pas été fait. Donc, ils sont repartis sur une note d'un travail inachevé. La même situation se présente aujourd'hui au Sahel. 9 ans après l'intervention des forces françaises, la France s'est retirée du Mali sur une note de travail inachevée. Le président Macron a dit en février 2021, en annonçant le retrait de la France du Mali, nous partons du Mali, non pas que nous ayons achevé le travail, mais parce que nous sommes dans une situation où nous ne pouvons plus travailler avec la junte au pouvoir. Là aussi, donc, on peut remarquer que la France se retire du Mali sur une note de travail inachevée. Le deuxième point de la comparaison, c'est ce que j'ai appelé dans le livre le naufrage de l'aide internationale. Comme en Afghanistan, des milliards de dollars ont été déversés dans le Sahel, ont été mobilisés en faveur des populations au Sahel. Mais concrètement, cette aide internationale massive n'a pas servi les populations du Sahel. Si vous allez à Gao, si vous allez à Ansongo, si vous allez à Solan au Burkina, dans le nord-est du Burkina, si vous avez à Difa dans le sud-est du Niger, si vous avez à Bol au Tchad, vous ne verrez pas concrètement sur le terrain l'impact de cette aide internationale parce que l'aide a été gaspillée, l'aide a été détournée, elle n'a pas été efficace. En Afghanistan comme au Sahel, donc, on assiste à un échec de l'aide internationale. Il y a un troisième élément de comparaison, c'est l'agenda des groupes terroristes. En Afghanistan, les talibans avaient un agenda local, un agenda national. Le rêve des talibans afghans n'est pas d'envoyer des combattants pour commettre des assassinats ou des attentats à Londres, à Ottawa ou à Madrid. Non, leur agenda, c'est un agenda local, conquérir le pouvoir en Afghanistan, rester en Afghanistan. Et là aussi, on retrouve la même comparaison au Sahel. À part l'État islamique au Grand Sahara, qui est venu après l'effondrement de l'État islamique en Irak et en Syrie, qui est venu au Sahel, les groupes djihadistes du Sahel ont un agenda sur le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Ils ne cherchent pas à envoyer des combattants à Bruxelles. Ils ne cherchent pas à envoyer des combattants à Londres. Ce qui les intéresse, c'est l'agenda au niveau local. Donc, si vous voyez, c'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque les talibans sont revenus au pouvoir en août 2021, les groupes djihadistes, notamment le groupe de soutien à l'islam et aux combattants, qui est dirigé par Iyad Agali, a fait un communiqué pour se réjouir de la victoire des talibans en Afghanistan en disant que puisque les talibans ont pu vaincre la plus grande armée du monde, nous aussi au Sahel, nous avons l'espoir de vaincre les armées occidentales parce que voilà, ça devient faisable. Donc, ça les a galvanisés. Voilà quelques éléments que je peux dire pour avancer dans la conversation, en tout cas, qui peuvent justifier la comparaison entre l'Afghanistan et le Sahel. Tout à fait, merci. Si on regarde les aspects militaires, pour commencer, j'essayais de comparer aussi entre les deux pays et selon mon avis, qui n'est pas très renseigné là, quand même du côté de l'Afghanistan, j'ai l'impression qu'en Afghanistan, il y a une plus grande homogénéité au niveau des forces militaires en place, tant intérieures, tant au niveau du terrorisme, dont les talibans. Bon, il y a eu Daesh qui s'est ajouté aussi, mais il y avait un groupe fondamental présent, les talibans. Et du côté international, bon, il y avait une coalition internationale aussi qui je pense, se tenait vraiment ensemble. Du côté du Mali, on ne voit pas tout à fait ça. C'est-à-dire du côté des terroristes, il y a plusieurs mouvements et avec des agendas aussi nationaux dans tous les cas, comme vous l'avez dit, mais certains ont un agenda plus religieux, d'autres ont un agenda de séparation du Nord, d'autres ont des agendas plus de conflits intercommunautaires, surtout dans le centre du Mali. Et du côté des armées internationales, là aussi, on voit une certaine dispersion quand même entre le G5 Sahel, la force française qui est en train de
disparaître, entre guillemets, là, Barkhane, même la Takuba, qui est une force européenne, est de moins en moins présente. Mais bref, on a plusieurs types de forces armées qui travaillent aux côtés des forces armées maliennes et maintenant les forces armées, enfin le support de la Russie. Alors, comment est-ce qu'on peut voir entre ce qui s'est passé en Afghanistan et finalement les forces armées afghanes ont tout simplement refusé le combat hein, dès que les États-Unis se sont retirés. Les forces armées qui avaient pourtant été bien appuyées, formées, etc., sont disparues. Hein, ils n'ont pas voulu combattre. Au Mali, on voit qu'il y a encore une force armée malienne qui combat. Bref, c'est plusieurs éléments là, que j'essaie de mettre ensemble pour voir quelles leçons tirer de tout ça, qu'est-ce qu'on peut penser qui va finir par ressortir au Mali suite à ces configurations, je dirais, militaires quand même un peu différentes. Non, je pense que vous avez fait preuve de modestie en disant que vous n'êtes pas bien renseigné. Le paysage que vous avez décrit est très exact. C'est-à-dire que lorsqu'on prend premièrement les groupes terroristes, il n'y a pas d'homogénéité. Il y a aujourd'hui au Sahel deux grandes enseignes terroristes. Il y a l'État islamique au Grand Sahara, l'IGS, qui a fait allégeance à Daesh, à l'État islamique original, à l'État islamique en Irak et en Syrie, qui a un agenda international et qui se préoccupe même, qui a des méthodes qui sont presque discutées. Ces derniers temps, on a assisté à des massacres à grande échelle et des populations civiles dans la zone des trois frontières. La zone des trois frontières, c'est la zone qui est commune au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Beaucoup de civils ont été massacrés et ça, c'est la tactique de l'État islamique au Grand Sahara, la tactique de Daesh. Et Daesh, lorsque Daesh a été vaincu en Irak et en Syrie, tous ceux qui étaient partis faire l'international djihadiste de Maghrébins sont revenus, des Tunisiens, des Algériens. Ils sont revenus en Libye. Et à partir de la Libye, ils se sont infiltrés au Sahel. Ils ont réussi, à cause de la porosité des frontières, ils se sont infiltrés au Sahel. Et Daesh a pris de la force et est devenu État islamique au Grand Sahara, avec un agenda différent. Maintenant, de l'autre côté, il y a aussi une grande enseigne terroriste, c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM de Iyad Agali. Ce groupe-là, il fédère un certain nombre de mouvements locaux, le Moudjao, en Sardine, la Katiba Massina de Amadou Koufa. Donc, tout ça sont regroupés dans cette enseigne-là, qui est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et ces deux grandes enseignes n'ont pas les mêmes agendas. Au contraire, il y a eu des affrontements très meurtriers pour le contrôle des territoires dans la zone des trois frontières. Dans un premier temps, les IGS se trouvaient dans la zone des trois frontières et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans se trouvait plus dans le nord du Mali, du côté de la frontière avec l'Algérie. Mais il y avait un accord tacite pour chacun gère le territoire dans lequel il se trouve. Mais finalement, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est descendu dans la zone des trois frontières et du coup, il y a eu des affrontements régulièrement entre les deux. Donc, il y a cette situation au niveau des groupes djihadistes. La deuxième chose, comme vous l'avez si bien indiqué, il y a une multiplicité de forces internationales. Il y a la force française qui est venue à la demande du Mali en janvier 2013, qui était sous le nom de l'opération Serval, qui est devenue Barkhane en 2014 avec un autre mandat, un mandat différent, parce que le mandat initial de Serval, c'était de libérer le nord du Mali des groupes djihadistes. Et quand Barkhane a pris le relais, Barkhane a eu pour ambition de combattre le terrorisme sur l'ensemble du Sahel, c'est-à-dire un territoire qui est 5 fois plus vaste que la France, avec 4600 hommes. Donc, il y a cette force française, il y a à côté la MINUSMA, la mission internationale, la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour le Mali. Et il y a à côté, il y a Barkhane, et à côté de Barkhane, il y a la MINUSMA, à côté, il y a Takuba, parce que Takuba, les Français ont compris qu'ils étaient presque seuls au Mali. Et ils ont voulu impliquer des Européens pour demander, pour conférer une dimension européenne à leur intervention. C'est ainsi qu'ils ont convaincu un certain nombre de pays européens, le Portugal,
la Lettonie, l'Estonie, d'envoyer des soldats pour monter une force qui s'appelle Takuba, avec initialement le projet devait atteindre 2000 soldats. Mais ils en étaient jusqu'au départ du Mali à 600 soldats seulement, parce que les autres pays européens étaient réticents. Et la difficulté qu'il y a dans la lutte contre le terrorisme, quand il y a plusieurs forces comme ça, s'il n'y a pas de coordination entre les forces, finalement, la lutte ne devient pas efficace. Et on s'est retrouvé dans cette situation, dans cette configuration, où les Français combattent de leur côté, où la MINUSMA fait son travail de son côté, Takuba fait son travail de son côté, et il y a au centre de tout ça l'armée malienne, puisque l'armée malienne aussi est présente. Du coup, la multiplicité de forces, le nombre de forces n'a pas été la garantie qu'il y aurait une efficacité de la lutte contre le terrorisme. Au contraire, lorsque en 2014, la lutte contre le terrorisme a commencé, la menace concernait 20% du territoire du Mali. Aujourd'hui, la menace concerne 80% du territoire du Mali. Elle s'est exportée au Niger, elle s'est exportée au Burkina et elle est même aux portes des pays du Golfe de Guinée. Puisque, comme vous savez, la Côte d'Ivoire a été attaquée 4 fois par les terroristes. Le Bénin a été attaqué 4 fois, donc dernièrement encore à ce mois d'avril, il y a eu une attaque contre le Bénin sur la frontière avec le Bénin et avec le Niger et le Burkina. Et le Togo a repoussé 2 fois des tentatives d'exécution. Donc, aujourd'hui, on voit que malgré la présence de ces forces internationales, la métastase est en train de se répandre. Le territoire qui est menacé par le groupe djihadiste est en train de se déplacer du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée. Et tout ça, je pense, doit nous amener à tirer des leçons peut-être de la nature de l'intervention. C'est peut-être la nature de l'intervention qui n'a pas été efficace et on aura l'occasion sans doute de revenir dans le débat. Oui, certainement. Et que pourriez-vous nous dire sur le rôle de l'Algérie, qui a souvent été considéré comme étant un peu controversé, disons? Oui, vous avez, c'est la bonne expression. Historiquement, et c'est bon à savoir, le terrorisme au Sahel vient du Maghreb. Le terrorisme au Sahel est une exportation du Maghreb parce que lorsqu'en 1991, le Front islamique de salut a gagné les élections en Algérie, il y a eu une intervention de l'armée algérienne pour empêcher la victoire des islamistes. L'armée algérienne est intervenue en 1992 pour dire non, on ne peut pas accepter que les islamistes gagnent les élections. Et à partir de là, l'Algérie s'est retrouvée dans une guerre civile avec des islamistes qui affrontent l'armée, des forces régulières, des attentats terroristes. Et pendant 10 ans, ça a été cela. Et le Front islamique a créé finalement une branche militaire qui s'appelle le groupe islamique armé. Et ce groupe islamique armé, finalement, a évolué pour devenir le groupe de soutien, le groupe salafiste pour la prédication et le combat GSPC. Lorsque le GSPC a subi la pression des forces de défense et de sécurité algériennes, il est parti se réfugier au Mali, sur la frontière avec le Mali. Parce que la frontière entre l'Algérie et le Mali, c'est 1300 km de frontière. L'Algérie a les moyens qu'elle a, elle peut contrôler sa frontière, mais le Mali n'a pas les moyens de contrôler sa frontière. Donc, les islamistes algériens se sont réfugiés au Mali. Et sous le nom de groupe salafiste pour la prédication et le combat. À partir de leur refuge au Mali, les islamistes algériens ont fait allégeance à Al-Qaïda et sont devenus AQMI. C'est comme ça que AQMI est né en 2007, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont fait allégeance à AQMI? Ils ont commencé à faire des opérations dans les pays de la sous-région. Ils ont enlevé des diplomates. Il y a même un diplomate canadien qui avait été enlevé au Niger, ramené au Mali par les groupes islamistes. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ramènent leurs otages, il y a des négociations et les pays sont obligés de payer des rançons pour obtenir la libération de leurs ressortissants. Et ainsi, on a documenté qu'environ plus de 100 millions d'euros ont été payés sous forme de rançons par des pays occidentaux. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, même on pense même que le Canada aussi a payé pour la libération de ses ressortissants parce que c'est ça qui se fait habituellement. Et les islamistes, les groupes terroristes ont utilisé cet argent pour faire du recrutement. Ils ont trouvé dans les pays un terreau favorable. Les jeunes n'ont pas de diplôme, les jeunes n'ont pas de travail. Pour $50 canadiens, pour $100 canadiens, vous pouvez recruter un jeune qui est sorti de l'école, qui passe toute la journée assis, qui n'a pas de perspective. Et c'est ainsi que, justement, le terrorisme s'est installé au Sahel.
Maintenant, l'Algérie, qui a exporté le terrorisme au Sahel, est devenue aussi le médiateur. L'Algérie a fait la médiation entre les groupes terroristes et l'État du Mali. C'est ainsi qu'on est arrivé en février 2015 à un accord qui s'appelle accord d'Alger. Parce que l'accord a été négocié en Algérie entre l'État malien et les groupes, pas les groupes terroristes, mais des groupes du Nord Mali, des groupes qui ont une revendication politique. Et l'Algérie est devenue donc un médiateur. Aujourd'hui, concrètement, l'Algérie est presque en embuscade. L'Algérie, c'est important de le savoir, à partir de la guerre d'indépendance de 1954 à 1962 contre la France, puisque l'Algérie est devenue indépendante après la guerre d'indépendance, la guerre de libération nationale, qui a duré 8 ans, l'Algérie a mis dans sa constitution que l'armée algérienne ne peut pas intervenir en dehors des frontières. Donc, quel que soit ce qui se passe au Niger, au Mali, en Tunisie, l'armée algérienne intervient. Mais l'année dernière, en 2020, fin 2020, début 2021, l'Algérie a modifié sa constitution pour dire que désormais, l'armée nationale populaire, l'ANP, peut intervenir en dehors des frontières. Et tous ceux qui observent la situation au Sahel ont vu ça comme une volonté de l'Algérie de jouer un rôle plus actif au Sahel. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe entre la France et le Mali, entre la France et certains pays sahéliens, l'Algérie se tient en embuscade pour pouvoir jouer un rôle plus important dans ce Sahel-là. Parce que, comme on sait, l'Algérie est quand même la puissance militaire de la sous-région. Bien qu'on ait créé le G5 Sahel qui regroupe, en 2014, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, le Burkina aussi. Donc, bien qu'on ait créé tout cela, l'Algérie reste quand même la puissance militaire la plus forte puisqu'elle a profité de ses revenus pétroliers pour acheter beaucoup d'armes, notamment à la Russie. Voilà ce qu'on peut dire sur le rôle de l'Algérie aujourd'hui. Et un petit point là-dessus, je pense que l'Algérie ne fait pas partie justement du G5 Sahel. Est-ce qu'ils ont mal perçu? On dit que le G5 Sahel, c'est plus une création de la France aussi, finalement, non? Oui, oui et non. Excellence, c'est-à-dire que le G5 Sahel a été créé en 2014. Je crois que l'erreur de la France a été de se mettre en avant et de parler au nom du G5 Sahel. Le fait que la France parle trop souvent au nom du G5 Sahel a donné le sentiment que c'est la France qui a créé le G5 Sahel. Mais à l'origine, le G5 Sahel a été créé en 2014 par ces pays-là qui voulaient se mettre ensemble. Ils ne voulaient pas d'un pays plus grand parce qu'ils disent, puisque comme on sait, en 2010, l'Algérie a créé le comité d'état-major mixte avec la Mauritanie, le Niger et le Mali. Et le comité d'état-major mixte qui est une sorte de coordination de ces forces qui est basée à Tamaracet. Mais ça n'a pas marché parce que l'Algérie a été le grand frère, a voulu tout décider, a décidé du lieu, a décidé de… Donc, l'agenda n'a pas marché. Et en 2014, les pays ont dit, nous, on va tirer des enseignements de cette expérience avec l'Algérie. On va créer quelque chose à côté sans l'Algérie. Et ils ont créé donc en se disant que nous avons la même force, nous avons le même poids économique, nous avons la même ONGT. Si on se met ensemble, ça va être plus efficace. Donc, ils ont créé en 2014 le G5 Sahel et ça avait surpris l'Algérie. L'Algérie avait été surprise en disant, mais comment on a pu créer une institution comme ça à côté au Sahel sans que je sois associé. Et du coup, pendant une longue période, il n'y a pas eu de coopération formelle entre l'Algérie et le G5 Sahel. Au contraire, depuis la création du G5 Sahel en 2014, l'Algérie n'a jamais organisé une quelconque manifestation avec le G5 Sahel. Et aucun secrétaire exécutif du G5 Sahel n'a été officiellement invité en Algérie. Donc, voilà la situation un peu des rapports entre l'Algérie et le G5 Sahel. Surtout, le G5 Sahel a essayé de s'autonomiser, a essayé de mettre en place une force, la force conjointe du G5 Sahel, même si cette force n'a pas marché. Donc, du coup, il n'y a pas eu véritablement de coopération entre l'Algérie et le pays du G5 Sahel. Oui, bon. On va revenir peut-être un peu plus tard, si on a le temps, sur la question des otages, parce que ce que j'ai lu dans le livre m'a beaucoup intriguée. Mais pour rester dans les questions militaires, et ensuite on passera sur des aspects plus politiques, institutionnels, on assiste aujourd'hui à un changement assez fondamental des forces présentes là, au Mali, entre autres, avec le gouvernement de la transition du Mali qui a littéralement chassé la France. On reproche beaucoup de choses à la France.
Et aujourd'hui, ce que j'entends du gouvernement de la transition du Mali, c'est que, bon, enfin, ils ont un contrôle sur leur espace aérien qu'ils n'avaient pas auparavant. Enfin, ils ont un meilleur accès à de l'équipement militaire, en grande partie russe ces temps-ci. Et justement, ils sont allés chercher donc un appui du côté de la force Wagner, qui est une force militaire, paramilitaire, disons, russe, et cela a fait l'objet de beaucoup d'opposition de la part de plusieurs pays, dont le Canada même aussi, qui se sont prononcés vraiment en défaveur de cette décision du Mali de faire appel à la Russie. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez que ça risque d'amener un meilleur contrôle des djihadistes? J'ose pas dire une élimination des djihadistes, là, mais est-ce que ça va aider à sécuriser davantage le territoire? Ou au contraire, est-ce qu'on peut voir qu'il y aura une débandade, une désorganisation plus complète? Oui, Excellence, la question est tout à fait pertinente. Je pense qu'on peut mieux comprendre cela à partir du contexte. Aujourd'hui, dans le Sahel, 80% de l'équipement des groupes djihadistes a été récupéré sur les forces régulières. C'est-à-dire ce que les groupes djihadistes ont créé, c'est qu'ils attaquent des camps militaires qui sont dans des positions avancées, et quand les militaires sont vaincus ou quand ils se replient, et ils récupèrent l'ensemble du matériel. Donc, 80% des armes aux mains des groupes djihadistes ont été récupérées sur les forces régulières. Et il y a à peu près 10-15% qui vient du Mali, de la Libye. Après la chute de Kadhafi, tout l'armement, la Libye est devenue une sorte de supermarché de l'armement. Chacun part se servir, chacun part prendre, et une partie donc vient de la Libye après la chute de Kadhafi en 2011. Donc, la seule différence qu'il aurait pu avoir entre les groupes djihadistes et les forces régulières sur le plan du rapport de force, c'est l'aviation. C'est-à-dire, c'est les aéronefs, c'est l'aviation légère. Or, la plupart des pays du Sahel n'ont pas d'aviation légère. Ils n'ont pas d'avions de combat, ils n'ont pas d'avions de transport de troupes, parce qu'ils n'ont pas anticipé, parce que bon, ce n'était pas l'urgence à l'époque, et voilà, aujourd'hui, ça les rattrape. Ce que la Russie a fait, puisque la Russie a compris cela, dès qu'elle a commencé sa coopération avec le Mali, elle a fourni des avions de combat, elle a fourni des hélicoptères. Aujourd'hui, le Mali, depuis que sa coopération a commencé avec la Russie, a 5 nouveaux hélicoptères, des hélicoptères de combat, des hélicoptères de transport de troupes. Et c'est ces hélicoptères qui aujourd'hui font la différence avec les djihadistes dans le rapport de force. Parce que les hélicoptères assurent la mobilité. Vous savez, au Sahel, il n'y a pas beaucoup de routes. Surtout, les routes s'arrêtent simplement dans les capitales, entre les grandes villes. Mais dès que vous quittez, dès qu'à 35 km de Bamako, vous virez à droite, vous rentrez dans le pays, il n'y a pas de route. Et du coup, jusqu'ici, les revers que les forces ont subis, c'est parce qu'elles ne peuvent pas. Quand il y a une attaque, pour envoyer du renfort, 130 km, il faut 4 heures de route. Et il faut creuser la route, les véhicules s'embourbent, etc. Et les Russes ont apporté, les transports de troupes ont apporté des hélicoptères à partir duquel on peut attaquer les groupes djihadistes. Et ça a été très important dans le changement du rapport de force. Et l'État malien, justement, était préoccupé de montrer que la coopération russe avait une valeur ajoutée par rapport à la coopération française. En 9 ans, on n'a pas obtenu le résultat qu'on obtient aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui le discours officiel à Bamako. Depuis 9 ans, on était avec les Français, on n'a rien obtenu. Aujourd'hui, les Russes sont arrivés, on obtient des résultats. Et les Russes, comme ils ont compris et qu'ils veulent faire la différence, ils ont fourni les hélicoptères et ils ont fourni aussi les techniciens pour piloter les avions en attendant que les Maliens prennent la main et puissent piloter par eux-mêmes les avions. C'est souvent les officiers russes qui assurent qui pilotent les avions et qui assurent leur maintenance. Donc, c'est ça qui a permis aujourd'hui d'avoir des meilleurs résultats. Mais il y a une limite à cela. Les limites qu'on a pu voir, c'est les différentes bavures qui sont reprochées aujourd'hui à l'armée malienne. On va parler de Moura, puisque vous avez prévu qu'on en parle. On va parler de Moura. Allez-y. Mais
justement, il y a aujourd'hui de nombreuses violations des droits de l'homme, de nombreuses erreurs tactiques. Et parce que, comme on sait que les armées au Sahel n'ont pas été formées pour faire de la police judiciaire, c'est-à-dire distinguer le djihadiste du citoyen, puisque le djihadiste se cache dans la population. Il faut aujourd'hui arriver à une technique de police judiciaire, une technique d'investigation, de renseignement, qui permet de savoir que le voisin d'à côté est djihadiste, mais celui qui est à gauche n'est pas djihadiste, parce que ça, c'est un travail technique, un travail d'investigation. Et malheureusement, l'armée malienne n'arrive pas à le faire, et malheureusement, les Russes aussi n'arrivent pas à aider l'armée malienne à le faire. Du coup, on se retrouve dans une situation quand, par exemple, ce qui s'est passé à Moura, les gens qui sont djihadistes et les non-djihadistes ont été massacrés en même temps. À Moura, les forces armées maliennes ont appris que les hommes de Amadou Koufa, la Katiba Massina, étaient dans le village pour prélever l'impôt. Parce qu'aujourd'hui, les groupes djihadistes, ce qu'ils font pour avoir de l'argent, ils viennent, ils font des impositions aux populations, ils prélèvent l'impôt. Et quand les forces armées maliennes ont appris cela, elles sont venues, elles ont encerclé le village. Mais malheureusement, elles n'ont pas pu faire le travail de tri pour distinguer les djihadistes et non-djihadistes. Et finalement, le massacre a été un massacre collectif et du coup, on s'est retrouvé à Moura avec des pertes en vies humaines de l'ordre de 200 à 300 personnes. C'est ça l'une des faiblesses aujourd'hui de cette reconquête qui est assumée revendiquée par l'armée malienne. À mon avis, même si la Russie apporte du matériel, même si la Russie apporte de la maintenance au Mali, le Mali aura toujours besoin de l'expertise, on a toujours besoin de l'Europe. Par exemple, le programme EITM, European Training Mission, a permis de former environ 20 000 soldats maliens. Ce n'est pas peu, 20 000 soldats maliens qui ont été formés par l'Union européenne. Donc, ce serait bien pour le Mali de pouvoir voir, pas de s'inscrire dans une exclusivité, pas la Russie ou l'Europe, de travailler la Russie et l'Europe. Parce que si la Russie peut amener le matériel, la formation, l'expertise, le training, l'attachement aux valeurs de démocratie. Parce qu'on a vu, par exemple, la Suisse organise dans la sous-région des ateliers en faveur des forces de défense et de sécurité pour les initier aux droits de l'homme, aux droits de guerre, au respect des personnes. Donc, ce travail d'expertise, il peut être amené par l'Europe. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de dire la Russie ou l'Europe, mais c'est la Russie et l'Europe. Donc, pour que chacun puisse avoir son travail. Et malheureusement, la façon dont ça a été abordé aujourd'hui, c'est où vous êtes avec la Russie, où vous êtes avec l'Europe. Ah, merci, intéressant. On va quitter le domaine militaire pour quelques instants parce que tout ne se situe pas dans le militaire. Et je reviens aussi au parallèle avec l'Afghanistan. On a vu, et ce qu'on voit, c'est que la coalition américaine, que le Canada y compris, a beaucoup appuyé la construction d'un État de droit en Afghanistan, au Mali aussi. Mais finalement, on se reposait toujours sur des leaders nationaux qui étaient assez corrompus, il faut le dire, et assez incapables finalement de jouer leur rôle de livraison des services de base auprès des populations. De telle sorte qu'on voit même les terroristes, en fait, eux-mêmes sur le terrain, occuper le champ qui est laissé vide par un manque de gouvernement. Au Mali, je dirais que c'est un peu la même chose. Hein? On n'a pas encore en place au Mali des institutions capables vraiment de livrer les services publics et ils ont même du mal à occuper leur place au niveau du territoire, comme vous l'avez mentionné. À quoi est-ce que vous attribuez ça finalement comment se fait-il qu'avec autant d'appui international, les pays ne réussissent pas à se rebâtir des gouvernements démocratiques puis efficaces? Non, la question est absolument fondamentale parce qu'elle pose même la question de la survie de ces États-là. Je pense que d'abord, sur le plan de la réponse au terrorisme, on a beaucoup misé sur le militaire et le sécuritaire. Je donne un exemple dans le livre et je le répète ici.
Lorsque en janvier 2020, les chefs d'État, le président français Emmanuel Macron s'est réuni avec les chefs d'État des pays membres du G5 ici à Pau, dans le sud-ouest de la France, ils ont constaté que les résultats de la lutte antiterroriste étaient faibles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va augmenter le nombre de militaires. Au lieu de dire, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est peut-être qu'il faut plus de développement. C'est peut-être qu'il faut plus de gouvernance, qu'il faut peut-être lutter contre l'impunité. Ils n'ont pas exigé cela, mais ils ont dit non, on va augmenter le nombre de militaires. La France a décidé d'augmenter 600 soldats pour passer de 5 000 à 100. Les pays aussi ont fait la même chose. Le Niger a dit, bon, puisqu'on n'a pas de bons résultats dans la lutte contre le terrorisme, on va multiplier par nos effectifs. Donc, on va avoir 50 000 soldats. Et d'autres pays ont dit non, on va acheter des hélicoptères de combat. Donc, le diagnostic, le type de réponse a trop focalisé sur l'aspect militaire et sécuritaire, a fait qu'on a oublié la question du développement. Et les jeunes à qui il faut trouver du travail pour éviter qu'ils partent dans le groupe terroriste, mais aussi la construction d'un état de droit. Il y a des pays, et moi j'ai eu la chance d'aller discuter avec les populations au Tchad, qui est aussi un pays concerné par le terrorisme. Les gens nous ont dit que ça fait 40 ans qu'on n'a pas vu un fonctionnaire de l'État ici. Depuis 40 ans, personne n'est venu ici. Avant, on voyait des gens. Donc, l'État est complètement absent. Et les bailleurs de fonds n'ont pas mis l'accent, n'ont pas vu l'importance de redéploiement de l'État pour que l'État soit présent. Parce que les terroristes ont profité aussi de l'absence de l'État. Il y a des endroits où c'est les groupes terroristes qui font la justice. Ils ont leurs juges chez eux. Quand il y a un litige entre les habitants, on parle chez les djihadistes. C'est eux qui disent, voilà, tu dois payer ça, voilà, telle amende, etc. Parce que l'État est absent. Et c'est eux qui organisent le marché, qui disent, voilà, telle chose, parce que l'État est absent. Donc, je pense que les bailleurs de fonds n'ont pas insisté sur la présence de l'État. Et malheureusement aussi, ils n'ont pas beaucoup insisté sur la question de la lutte contre la corruption et l'impunité. Vous savez, ce qui vient de se passer à Moura, ça s'est passé aussi dans d'autres pays de la sous-région. Et personne n'a été puni. Personne, voilà, n'a été puni. On n'a jamais ouvert d'enquête, on n'a jamais jugé les gens, on n'a jamais rien fait. Et du coup, cela a alimenté le ressentiment des populations. Beaucoup de populations se sont détournées de cet État et de la coopération internationale. Certaines populations même, dans certains cas, ce sont les injustices qui ont amené les gens à adhérer au groupe terroriste. On a vu des cas au Tchad, on a rencontré des gens qu'on a interviewés, des anciens de ce mouvement djihadiste. Ils nous ont dit non, c'est parce que mon père a été victime d'injustice que je suis allé dans le groupe terroriste. C'est parce que ma soeur a été victime d'injustice que je suis allé dans le groupe terroriste. Donc, cela n'a pas été malheureusement bien pris en compte. Et comme il n'y a pas eu de changement de paradigme, on n'a pas dit que voilà, la façon dont on a lutté contre le terrorisme depuis 9 ans n'a pas été efficace. Il faut la repenser. Il faut aujourd'hui équilibrer. À côté du tout militaire et tout sécuritaire, il faut faire plus de développement, plus de justice, plus de présence de l'État. Si ce paradigme-là ne change pas, je crains que même dans les années à venir, on n'ait pas de meilleurs résultats dans la lutte contre le terrorisme. Et cet échec-là a fait qu'on n'a pas réussi à construire des vraies démocraties. Le Mali a été victime de 2 coups d'État en 18 mois. Il y a eu le premier coup d'État en août 2020, et puis il y a eu le coup d'État dans le coup d'État à partir de mai 2021, puisque comme on sait, Assimi Goïta a renversé les autorités de transition pour être aujourd'hui le président de la République. Donc, c'est tous ces facteurs mis ensemble qui expliquent aujourd'hui l'échec de la construction de l'État de droit, l'échec de la construction et l'avènement de la bonne gouvernance dans cet espace-là. Ouais, donc, si je vous entends bien, c'est que malgré toute l'aide au développement, et vous l'avez dit d'ailleurs en entrée de jeu, là, il y a eu beaucoup d'argent dépensé, mais mal dépensé. Et donc, les partenaires au développement ont beaucoup financé des ONG, par exemple. Il y a eu une multiplicité de partenaires aussi qui ne travaillent pas de façon très coordonnée. Mais où est le dialogue politique entre ces partenaires et les gouvernements en place pour justement faire en sorte que le gouvernement puisse mieux jouer son rôle? Si je vous entends bien, c'est ce que vous mentionnez là. Oui, c'est tout à fait excellent. Il y a aujourd'hui, au Sahel, il y a
19 initiatives à part qui concernent le Sahel, initiatives internationales. Il y a 23 envoyés spéciaux pour le Sahel. Chacun a son envoyé spécial. Les Nations Unies ont 2 ou 3, la France a son envoyé spécial, l'Union européenne, etc. Et malheureusement, il n'y a pas de coordination entre ces différentes initiatives. Il n'y a pas de synergie. On se retrouve même, par exemple, dans des situations où les gens font la même chose. Tout le monde fait l'eau potable. Tout le monde fait l'assainissement. Tout le monde fait genre et jeunesse. Donc, il n'y a pas de complémentarité qui sont créées. S'il y avait un travail de coordination entre ces différentes interventions, on pourrait spécifier. La France va s'occuper de l'assainissement, le Canada va s'occuper de l'eau potable, les États-Unis vont faire la formation professionnelle et technique, etc. Donc, il y aurait une complémentarité et une meilleure efficacité. Aujourd'hui, les pays se trouvent dans une situation où eux, ils ne peuvent pas faire la coordination à côté, parce qu'à côté des États, il y a les grandes ONG que vous avez mentionnées, qui viennent aussi avec leur appareillage que l'on connaît, qui viennent aussi avec leur lourdeur que l'on connaît. Donc, tout ça n'est pas coordonné et tout ça n'est pas créé dans des synergies et ça ne crée pas de complémentarité. Et au total, finalement, l'aide ne profite pas aux populations, elle profite à l'appareil d'État, elle profite à la bureaucratie locale, elle profite aux ONG, mais elle n'arrive pas jusqu'aux populations elles-mêmes. Et à la demande d'un organisme canadien, il y a eu une enquête au Mali que je cite dans le livre pour savoir quel est l'usage qui est fait par l'État du Mali de l'aide internationale. Entre 2012 et 2017, c'est plus d'1 milliard de dollars, plus d'1 milliard d'euros qui a été dépensé de façon indue, qui est une sorte d'euphémisme pour ne pas dire qui a été détourné en fait. C'est plus d'1 milliard de dollars en 5 ans qui a disparu comme ça. On n'a pas pu, qui n'a pas allé directement, qui n'a pas pris la destination qu'il devait prendre. Et ça, c'est un vrai problème. Si on veut que l'aide, parce qu'au Sahel, partout l'aide est nécessaire, partout l'aide doit contribuer au développement socio-économique. Mais au Sahel, l'aide fait partie de la solution. Parce que si on veut que le terrorisme recule et si on veut que la lutte contre le terrorisme soit efficace, il faudrait qu'on règle le problème de la jeunesse. Il faut que les jeunes qui n'ont pas du travail, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, et nous avons fait une très belle enquête là-dessus au Niger, quand les jeunes sont revenus du djihadisme, on les a rencontrés et sur 120 jeunes qu'on a interviewés, il n'y a pas 20% qui est parti dans le djihad parce qu'ils croient que voilà, une conviction religieuse, une conviction idéologique. La plupart sont partis, les 80%, ils sont partis parce qu'ils n'ont pas de travail. Certains nous ont dit que les groupes djihadistes sont notre premier employeur. Nous, on n'a jamais eu d'emploi de notre vie. Notre premier employé, même s'ils n'ont pas donné de contrat signé, ce sont les groupes djihadistes. Donc, si on ne règle pas la question de la jeunesse, la question de son emploi, la question de son insertion sociale, si on ne règle pas la question de la justice, les autres questions, c'est clair que la lutte contre le terrorisme au Sahel va encore connaître des difficultés à l'avenir. Oui, en effet. Je ne vois pas de questions là, dans le chat, ou peut-être que je ne sais pas où regarder. Alors, je poursuis avec une autre question globale cette fois-ci. Aujourd'hui, que pensez-vous des avancées de la transition actuelle là, au Mali? Oui, avancées ou recul ou... Non, j'avais rappelé le contexte. En fait, au Mali, il y a eu 2 coups d'État. Le premier coup d'État en 2020, en août 2020, contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui était le résultat de l'association entre la crise sécuritaire et la crise politique. Il y avait déjà la crise sécuritaire que l'on sait au Mali, mais après les législatives de 2020, il y a eu une crise politique parce que la Cour constitutionnelle du Mali avait attribué 20 sièges au parti du président qu'il n'avait pas gagné dans les urnes. Et ça a créé une tension politique dans le pays, une crise post-électorale. Et c'est ainsi que le mouvement du 5 juin s'est créé, le M5, qui s'est créé, a fait des manifestations jusqu'à la chute du président Ibeka. Et quand le président Ibeka a été renversé, sur la pression de la communauté internationale et de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, on a pu mettre en place une transition militaro-civile. Le président est civil, c'est Bandao. Le vice-président, c'est Assimi Goïta. Et le premier ministre, c'était Mokhtar Wan. Donc,
il y a cette transition civile avec une feuille de route très précise qui concerne la mise en place des institutions et la tenue des élections en février 2022. Malheureusement, il y a eu le coup d'État dans le coup d'État en août 2021 et la transition dans laquelle on s'est dirigé a été remise en cause. Le calendrier qui était convenu avec la CEDEAO a été abandonné par la nouvelle junte au pouvoir et à partir du 9 janvier 2022, il y a eu les sanctions contre le Mali, on sait, l'embargo, le gel des avoirs maliens, et tout ça a créé une situation aujourd'hui où on est vraiment dans l'incertitude. Il y a un blocage aujourd'hui total. Le Mali et la CEDEAO, la junte militaire malienne dit qu'elle a besoin de 24 mois pour pouvoir organiser des élections. La CEDEAO dit qu'il y a de 12 à 16 mois, ça suffit, 16 mois maximum, on peut organiser des élections et permettre. Donc, il y a aujourd'hui un blocage et je crois un ultimatum a été donné jusqu'au 25 avril, dans peu de jours, pour que le Mali présente une nouvelle feuille de route parce que l'autre n'a pas été accepté. Donc, aujourd'hui, moi, je suis plutôt inquiet sur l'avenir de la transition au Mali parce que la posture de la junte, cette volonté d'affrontement avec la CEDEAO, avec la communauté internationale, avec la France, avec la junte a ouvert beaucoup trop de fronts. Pour des militaires, je suis un peu surpris parce que habituellement, on ouvre un front, on ferme le front, on ouvre un second. Bon, là, il y a eu trop de fronts qui ont été ouverts à la fois et ça crée des inquiétudes. L'espoir qu'on pourrait avoir, c'est que le Mali et la CEDEAO trouvent rapidement un compromis. Parce que la junte, pour moi, aujourd'hui, le régime de transition écoute trop le courant nationaliste. Ceux qui disent non, il faut s'affronter à la CEDEAO, il faut quitter même la CEDEAO, nous, on va créer notre monnaie. Donc, ce discours-là, il a beaucoup d'écho à Bamako et dans certains cercles. Or, à mon avis, ce n'est pas dans l'intérêt du Mali de quitter la CEDEAO. Aujourd'hui, le Mali, on vient de le dire, c'est un pays enclavé qui dépend du Sénégal, qui dépend de la Côte d'Ivoire, qui dépend de la Guinée pour ses importations. Si le Mali quitte la CEDEAO, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour cette raison, à mon avis, qu'il faut aller vers un compromis entre la CEDEAO et le Mali, avoir un calendrier de transition raisonnable, organiser rapidement des élections libres, transparentes et démocratiques, pour que de nouvelles autorités puissent être élues. Dans ces conditions-là, je peux être optimiste, mais tel que les choses évoluent aujourd'hui, je suis plutôt inquiet. Oui. Est-ce que le premier ministre a toujours la confiance du président? Oui, en tout cas jusqu'à maintenant, le compagnonnage tient parce que le Premier ministre appartient au courant ultranationaliste qui est partisan d'un affrontement direct avec la France, qui est partisan de la confrontation avec la CEDEAO. Jusqu'ici, l'attelage entre Assimi Goïta et le Premier ministre Choguel Maïga semble tenir. Oui. Que pensez-vous des effets de l'accord militaire qu'il y a eu il y a 2 jours entre le Cameroun et la Russie? Est-ce que la Russie est en train d'étendre sa zone d'influence en Afrique? Oui, on peut le dire. On peut dire que la Russie est en train parce que comme on sait depuis le sommet de Sochi en 2019 où le président Poutine a réuni tous les chefs d'État africains à Sochi, il y a une intensification de la coopération économique entre la Russie et les pays africains. Maintenant, il y a la dimension militaire qui est en train de se mettre en place. Il y a déjà une présence russe dans beaucoup de pays. On sait que certains pays africains, comme l'Algérie, comme l'Égypte, sont des grands acheteurs de l'armement russe. Aujourd'hui, il y a d'autres pays aussi qui sont en train de signer des accords de coopération pour acheter du matériel, pour avoir la maintenance des appareils russes. Mais pour moi, comme je l'ai dit dans le livre, il faut surtout regarder la Turquie. Pour moi, le nouvel acteur au Sahel, en tout cas, c'est la Turquie. Parce que la Turquie utilise sa diplomatie, utilise sa proximité avec certains pays africains et utilise son absence presque de rivalité avec l'Occident pour pouvoir avancer. Et la Turquie fait beaucoup de réalisations, on a vu dans le cas du Niger, en tout cas, je consacre un chapitre au livre. La Russie est en train d'avancer, mais la Turquie avancera plus vite que la Russie en Afrique. Et est-ce que ça aura un effet bénéfique au niveau des populations? Non, je pense que c'est plus au niveau de l'équipement. Comme j'ai expliqué, par exemple, les pays, d'autres pays posent des conditions.
Le Nigeria vient simplement d'acheter des hélicoptères aux États-Unis après 3 ou 4 ans de négociations parce que le Congrès ne voulait pas, parce que c'est… Bon, avec la Russie, c'est beaucoup plus facile. Et voilà, Poutine décide et vu on envoie les armes. Donc, il n'y a pas de… Le processus est beaucoup moins long et je pense que sur le plan de l'équipement, beaucoup de pays vont profiter pour s'équiper. Mais maintenant, au niveau de l'impact pour les populations civiles, je suis beaucoup plus prudent. Je suis beaucoup moins sûr que l'arrivée de la Russie, parce qu'il n'est pas nouvelle. Du temps de l'Union soviétique, il y avait une coopération intense entre la Russie et certains pays africains. Mais quand c'est devenu la Fédération de Russie, ça s'est ralenti et maintenant, on a l'impression que c'est une sorte de remake. On revient à la période où c'était l'Union des républiques socialistes soviétiques. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Là. On les a couvertes. Je vais poser rapidement, si vous voulez répondre rapidement au niveau d'une question très précise qui me tient à cœur. C'est le business des otages dont vous mentionnez dans votre livre et vous parlez un peu du rôle de l'ex-président Compaoré. Et à l'époque, j'étais au Niger quand les 2 diplomates canadiens en 2008 avaient été kidnappés. J'étais à Niamey à ce moment-là. Et puis, ils ont raté le repas du soir que je devais prendre avec eux. Ça a été assez dramatique. Et on sait qu'il y avait des ententes entre les djihadistes, le président Compaoré, entre autres, peut-être feu le président Tété également. Aujourd'hui, qui tire les ficelles au niveau des prises d'otages et des négociations pour les rançons? Oui, vous avez rappelé à juste titre, Ouagadougou était devenue la capitale de libération des otages. Tous les otages libérés passaient presque par Ouagadougou et il y avait une sorte de mise… Bamako, mais géographiquement Bamako, mais on savait que c'était Ouagadougou qui avait, oui, tout à fait. C'est négocié. C'est exact parce que le président Compaoré avait une task force qui est dédiée à des négociations avec Gilbert Diendéré, qui est maintenant en prison, le général Gilbert Diendéré, avec Moustapha Chafi, son conseiller, qui était une sorte de task force dédiée à cette négociation avec le groupe djihadiste. Et beaucoup d'argent circulait à l'époque, profitait à beaucoup d'intermédiaires. Aujourd'hui, ce sont plus les notables de la région, ceux qui appartiennent à des tribus. Par exemple, le notable d'une tribu, la tribu des Iforas, qui est la tribu de Iyad Agali, parce que comme on l'a vu en octobre 2020, lors de la libération de Sophie Petronin, la française Sophie Petronin et le chef de l'opposition malienne Soumaïla Cissé, c'était des intermédiaires de la tribu des Iforas. Certains sont des députés à l'Assemblée du Mali, d'autres des ex-députés, mais qui sont des Touaregs. C'est eux qui ont joué des intermédiaires. Et comme on sait, dans cette affaire de libération d'otages, les intermédiaires ont leur part, les preneurs d'otages ont leur part, ceux qui font les négociations ont aussi leur part du gâteau, parce qu'il ne faut pas se le cacher, souvent c'est des sommes importantes qui sont en jeu. On parle de 15 à 18 millions d'euros pour les libérations de Sophie Petronin et Soumaïla Cissé, donc pour une seule libération d'otages. Et là, on a vu ce qui était exceptionnel dans cette libération d'otages, c'est qu'en plus de la rançon, on a libéré presque 200 djihadistes qui étaient dans les prisons du Mali et dans les prisons d'autres pays de la sous-région. Aujourd'hui, pour résumer, c'est plus les intermédiaires locaux, les chefs des tribus Touareg, certains notables qui sont dans des positions, c'est eux qui sont devenus les vrais intermédiaires. C'est à eux que profitent les négociations pour les libérations d'otages. Merci. Bon, on est presque arrivé à la fin. Je ne sais pas, est-ce que le professeur Teddy Sami aurait quelque chose à rajouter, une question, un commentaire? Oui, peut-être une question générale, étant donné que vous avez parlé du conflit avec l'Ukraine et la Russie, étant donné que maintenant tous les pays européens sont essentiellement contre la Russie, est-ce que vous voyez un changement par rapport à la façon que les Russes sont traités, pas seulement au Mali, mais en Afrique en général, ou est-ce que les États africains vont continuer de garder le silence et de jouer leur carte, parce qu'on voit que ce n'est pas nécessairement une bonne chose d'appuyer ou même de rester tranquille par rapport à ce que les Russes font. Oui, c'est assez paradoxal. C'est maintenant qu'on a vu dernièrement, le 7 avril, au Conseil des droits de l'homme à Genève, pour l'exclusion de la Russie,
Et le Gabon a voté contre. Le Gabon, qui est un allié fidèle de la France, a voté contre. Et lorsqu'il y a eu le vote au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, il y a presque 17 pays africains qui se sont abstenus. Et d'autres ne sont pas venus, parmi lesquels un pays comme le Sénégal, qui est quand même un des meilleurs alliés de la France, s'est abstenu, a refusé de voter contre, parce que je pense que les pays en Afrique aujourd'hui, il y a une certaine volonté de ne pas se mettre à dos la Russie, en se disant que bon, ce contexte international est peut-être une situation provisoire qui va passer. Si on se fâche avec la Russie, ce n'est pas bon pour l'avenir. Et beaucoup de pays se disent que, compte tenu du contexte africain qui est aujourd'hui marqué par l'insécurité, la Russie peut être un acteur important dans la lutte contre l'insécurité en Afrique. Et du coup, beaucoup de pays n'osent pas se fâcher avec la Russie, ne prennent pas de position ferme contre la Russie dans ce qui se passe aujourd'hui. Et à mon avis, ce sont ce type de calculs qui expliquent que le Cameroun vient de signer, comme l'a rappelé son Excellence, un accord de coopération avec la Russie dans le contexte actuel. Aujourd'hui, on aurait plus compris que les gens soient prudents de signer toute forme d'accord avec la Russie. Mais en se disant que pour l'avenir, peut-être qu'il faut mieux ne pas se fâcher avec la Russie. Et dans le contexte sécuritaire actuel, la Russie peut être d'une grande utilité pour nous accompagner dans l'équipement, dans la formation, dans l'achat du matériel militaire. Tout ça fait que je pense que pour l'instant, en tout cas en Afrique, la Russie n'a pas totalement tout perdu sur le plan diplomatique. Elle a encore une carte à jouer. Merci. Merci, merci. Oui, donc on revient à l'origine, caractère inachevé hein, de l'appui des pays, disons, occidentaux à la paix, sécurité, reconstruction des États. En Afghanistan, malheureusement, les cartes sont jouées pour l'instant, je pense, et puis il y a vraiment eu un échec. Au Mali, on peut peut-être, j'ose encore espérer un peu. Ça reste, et les acteurs, comme on a vu, sont un peu plus diversifiés. Donc, je pense que les prochains mois vont être très déterminants pour le Mali. On saura vraiment si le Mali arrive à sortir un peu de cette crise multidimensionnelle et d'avancer, je dirais, dans son plan d'action pour transformer le pays et poser des bases solides pour la constitution d'une démocratie solide et efficace. Voilà. Donc, je vais laisser la parole, le mot de la fin à notre président, Cheikh. Oui, avec votre permission, avant que Cheikh ne prenne la parole, je pense qu'il y a une question importante, en tout cas, que vous avez posée et à laquelle je n'ai pas répondu, c'est la négociation avec les djihadistes. Aujourd'hui, la dynamique est en faveur de la négociation avec les djihadistes. Le Burkina Faso vient de décider de négocier avec les djihadistes. Le Niger, le président a dit on va négocier avec les djihadistes. Donc, sur les 5 pays du G5 Sahel, il y en a 4. La Mauritanie négociait déjà avant même avec les djihadistes. Le Mali, on sait que la position du Mali, le Niger et le Burkina se sont joints. Donc, il y a aujourd'hui une dynamique en faveur de négociation avec certains djihadistes, pas avec tous les djihadistes, et sur certaines questions avec les djihadistes. Est-ce que je peux rebondir vite là-dessus? Parce que j'avais une question que je voulais vous poser justement à propos de ça. Est-ce que la solution ultime serait une séparation du territoire? Parce que si vous voulez négocier avec les groupes, puis ceux qui sont au nord veulent une séparation, ils veulent un État séparé. Et on en parle souvent dans d'autres endroits, que ce soit en Irak ou en Afghanistan. Soit on utilise le mot séparation de territoire ou bien on parle d'une décentralisation. Mais ça revient à la même chose à la fin, c'est que c'est des groupes qui veulent avoir un territoire indépendant. Donc, est-ce que ça, c'est sur la table? Est-ce qu'on en discute dans des négociations ou est-ce que ce n'est pas du tout, même pas envisagé dans le contexte malien? Non, l'accord d'Alger auquel j'ai fait allusion de février 2015 prévoit une décentralisation poussée, vraiment une décentralisation poussée. Et à mon avis, compte tenu de l'immensité du territoire, le Mali fait partie des 5 pays les plus grands d'Afrique en termes de territoire. C'est vrai que
certaines prérogatives de l'État doivent être transférées. Si vous voulez faire un passeport, il vous faut parcourir 2000 km. Si vous voulez, on établit le passeport Kabamakou. Si vous êtes de la région de Kidal, qui est à 1800 km, et vous voulez faire votre passeport, il faut que vous alliez à Bamako. Donc, un certain nombre de prérogatives de cette nature peuvent être transférées aux collectivités. Ce débat-là a lieu. Mais aujourd'hui, la ligne rouge, ce qui n'est pas discuté, et les gens, tout le monde est presque d'accord, c'est la partition du Mali. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour préserver l'intégrité territoriale du Mali tel qu'il existe. Mais avec une décentralisation poussée qui permet une sorte d'autonomie de décision. L'État central contrôle les choses, mais il y a une sorte d'autonomie de décision. Et c'est peut-être vers ce schéma-là qu'on est en train d'aller. Je voulais simplement, pour compléter le truc sur les négociations avec les groupes djihadistes, je pense, si les États eux-mêmes ne parlent pas aux djihadistes, ce qu'on a commencé à voir aujourd'hui, c'est que les populations, les villages ont commencé à conclure des accords avec les groupes djihadistes. Parce que les populations, ce qu'elles veulent, c'est pouvoir aller au champ. Pouvoir aller au champ pour produire la récolte, pour se nourrir. C'est pouvoir aller au marché. Chaque semaine, il y a un marché hebdomadaire, pouvoir aller au marché, vendre des animaux, acheter de la nourriture. C'est pouvoir amener leurs animaux, paître le pâturage. Ça, le contexte d'insécurité ne peut pas le faire. Donc, comme elles n'ont pas la garantie que les forces internationales et les forces régulières leur font, elles sont allées voir les groupes djihadistes en disant « Qu'est-ce que vous voulez ?» Les groupes djihadistes vont dire « Qu'est-ce que vous voulez? On va faire un accord. » Et en échange de ce que les groupes djihadistes ont demandé, les populations ont dit « Bon, nous, si vous nous permettez d'aller au champ, d'aller faire notre truc, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Donc, au lieu que ça soit comme ça, des groupes avec des villages qui concluent le groupe, les États eux-mêmes préfèrent discuter avec certains groupes djihadistes, notamment les nationaux, puisque comme on le sait, aujourd'hui, le terrorisme qui était à l'origine, comme je l'avais expliqué, maghrébin, est devenu local. Ce sont les Hausa, ce sont les Armas, ce sont les Peuls, ce sont les Kanouris qui sont dans le groupe djihadiste. Et si on veut régler cela, il faut peut-être parler avec certains qui se sont engagés dans le terrorisme, non pas parce qu'ils sont d'accord avec les principes de groupes terroristes, mais parce qu'ils n'avaient rien à faire, ou parce que l'État les a dessus, ou parce qu'il y a ceci, cela. Peut-être qu'avec cela, on peut discuter et trouver des solutions. C'est en tout cas cette dynamique-là qui est à l'œuvre aujourd'hui au Sahel. Voilà, j'ai été très long, mais c'était nécessaire. Oui. Très bien. Très bien. Ouais. Voilà. Merci, merci à tout le monde. Merci Zaïdik. Merci Louise. Merci professeur Teddy. Et surtout, grand merci à notre collègue Mafouya qui s'est chargé du côté technique. Je voudrais clore cette session et aussi, avant de le faire, en profiter pour dire un grand merci au CIC de nous avoir permis d'utiliser cette plateforme. Merci, Cheikh. Oui. Et le livre, comme l'a dit l'ambassadrice, le livre, on peut l'acheter sur Amazon, on peut l'acheter aussi sur la FNAC.fr. C'est ça. Et je souhaite vivement, j'espère qu'on aura bientôt une version anglaise et canadienne de ce livre. Please note, voilà. Please note that this session has been recorded and will be posted on our YouTube page. The next Africa Study Group webinar will be in May. We will have 2 sessions, and one of those sessions will be on the International Africa Day, which is a UN Day, and we will post some information on our website as we go. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et vous souhaite une bonne santé. Et selon l'endroit où vous vous trouvez, une bonne journée et une bonne après-midi ou une bonne nuit. Merci beaucoup. Merci. Merci, à la prochaine. Merci. Bye bye. Merci. Ça a été un plaisir.